Imaginez Paris, pas celui des cartes postales, pas celui des grands boulevards et des façades élégantes. Imaginez une ville sombre, un labyrinthe de ruelles étroites, si serrées que le soleil ne touche presque jamais le sol. Des immeubles qui penchent, des étages qui se frôlent, des fenêtres si proches qu'on peut presque toucher son voisin. L'odeur est lourde, mélange d'eau stagnante, de boue et de déchets jetés directement dans la rue. Des enfants jouent dans la poussière, des marchands crient, des fiacres bloquent le passage, et soudain, des pavés s'arrachent, des barricades se dressent. En quelques heures, la ville devient une forteresse. Nous sommes à Paris, et Paris est en train d'échapper au pouvoir. Quelques années plus tard, un homme va prendre une décision radicale. Il ne va pas réprimer la ville, il va la détruire. Au milieu du 19e siècle, Paris est la capitale la plus explosive d'Europe. Révolution de 1830, Révolution de 1848. À chaque fois, les barricades surgissent dans ces ruelles étroites. Les soldats ne peuvent pas avancer. L'armée est bloquée. Le pouvoir vacille. Quand Napoléon III arrive au pouvoir, il n'oublie pas ces images. Il sait que Paris peut renverser un régime et il refuse de subir le même sort. Officiellement, Paris doit être modernisé. La ville étouffe. Plus d'1 million d'habitants vivent dans un espace conçu pour moitié moins. Les épidémies de choléra frappent régulièrement. En 1849, des milliers de morts en quelques semaines. Les égouts sont insuffisants. L'eau potable manque. Les déchets stagnent. Mais derrière le discours sanitaire, il y a une autre réalité. Une ville aux rues larges est une ville que l'on contrôle. Une ville aux avenues droites est une ville où l'armée circule vite. La géographie devient une arme. Napoléon III choisit un homme déterminé, Georges Eugène Haussmann, préfet de la Seine, administrateur méthodique, sans état d'âme. Sa mission est simple, transformer Paris en profondeur, même si cela signifie effacer des siècles d'histoire. Les travaux commencent en 1853. Des quartiers entiers sont condamnés. On trace des lignes droites à travers le tissu médiéval. Des immeubles sont marqués, puis abattus. Le bruit des marteaux, la poussière, les gravats qui s'accumulent. Entre 1853 et 1870, près de 20 000 immeubles sont détruits. Des rues entières disparaissent. Des milliers de familles sont déplacées. Certaines vers des quartiers plus éloignés, plus pauvres, plus périphériques. Paris change de visage. À la place surgissent de grands boulevards rectilignes, des façades uniformes, des immeubles alignés à hauteur réglementée. Des parcs apparaissent, des réseaux d'égouts modernes, des aqueducs, un éclairage au gaz. La circulation devient fluide, la ville respire. Mais surtout, les barricades deviennent presque impossibles. Les canons peuvent passer, les troupes peuvent intervenir rapidement. Paris est belle, mais Paris est maîtrisé. Pour les élites, c'est un triomphe. Pour beaucoup d'habitants, c'est un arrachement. Des quartiers populaires disparaissent. Le centre devient plus cher, plus bourgeois. On accuse Haussmann de brutalité, de dépenses excessives, d'avoir transformé la capitale en vitrine impériale. Mais le projet est clair. Faire de Paris la capitale moderne du monde. Alors, pourquoi Paris a-t-elle été rasée? Pour l'hygiène, pour la modernité, pour le prestige, mais aussi pour le contrôle. Pour empêcher que la ville ne renverse encore un régime. Le Paris que nous admirons aujourd'hui est né d'une décision politique, une décision stratégique. Et pourtant, même avec ses grands boulevards, Paris se soulèvera encore. Car une ville ne se contrôle jamais totalement.